Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des paluches et des bouquins. Alors aujourd'hui, nous accueillons de nouveau notre ami Francis Cousin. Bonjour Francis, comment allez-vous? Eh bien, bonjour, bonjour à ceux qui nous écoutent. Et je suis très content de vous retrouver avec une grande joie Mhm. parce que on est dans le mois de l'incarnation, on est dans le mois de la chair, on est dans le mois de l'esprit, on est dans le mois de la vérité, on est dans le mois de la révolution, on est dans le mois de l'essentiel. Et malgré tous vos défauts, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'essentialité. Vous êtes parfait Francis, vous êtes parfait. Donc, on va commencer avec des petits propos et on démarre ensuite notre émission. Alors, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, même si Francis, vous dénigrez pas mal de nos invités. On en reparlera, à tort ou à raison. Et c'est important d'écouter justement toutes les voix possibles. Je pense que la voix de Francis, j'en suis venu à la conclusion que la vôtre est essentielle dans le sens où vous avez compris en globalité la problématique qui aliène le monde, si on peut dire, à travers le capital. Et on va encore en rediscuter. Alors certains peuvent vous reprocher d'être rabat-joie, de dire toujours les mêmes choses, d'être Marx, Hegel, donc certains vous prennent pour un marxiste. Enfin, ça va pas plus loin. Et on est là aussi pour en discuter, pour établir un petit peu cette vérité. Puis j'avais envie de commencer donc à de vous présenter cet ouvrage-là qui est sorti il y a à peu près moins d'un an, je crois, hein. Oh, moi, je dirais il y a 6 ou 8 mois, quoi. Voilà, c'est Voyage au bout de la fin du capital et non pas Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, avec un sous-titre qui s'appelle Thèse sur la crise terminale achevée de la valeur d'échange et la dialectique de surgissement d'un monde sans argent ni État. Vous faites 116 thèses à l'intérieur, qui sont donc numérotées, sont comme sous forme de petits paragraphes. Ça se lit aisément, même si pour certains ça peut paraître abscon, et c'est ce que certains pourraient vous reprocher, Francis, d'être pas assez grand public. Sauf que je pense que les gens comprennent pas vraiment où vous voulez en venir, ils vous consomment comme ils peuvent consommer n'importe quelle vidéo YouTubeage. Alors j'ai envie de commencer par cela, si Marx et Engels n'avaient pas existé, Francis. Bah, si Marx et Hegel n'avaient pas existé, à la place de Monsieur Marx, il y aurait eu un Monsieur Y qui aurait dit la même chose, et à la place de Monsieur Hegel qui n'aurait pas existé, il y aurait eu un Monsieur W qui aurait dit la même chose. Parce que la grande différence entre Hegel, Marx et tous les gens qui viennent sur vos vidéos et tous les gens dont se réclament les gens qui viennent sur vos vidéos, c'est toute la différence entre le savoir total, le savoir universel et le savoir partiel. Euh, Ce livre, Voyage au bout de la fin du capital, il sort pas de la subjectivité de Francis Cousin. Je, Francis Cousin, n'existe pas et n'a pas d'intérêt. Quand vous recevez quelqu'un et qu'il vous dit moi je, moi je, moi je, de quoi part-il? Il part de l'angoisse narcissique, il part de son angoisse narcissique, arraisonné par le spectacle de la représentation et le terrassement de la vraie vie. Il, il essaye de découvrir le monde. Un homme essaye de découvrir le monde. Bon, vous avez derrière votre agréable silhouette toute une série de bouquins qui viennent en quelque sorte incarner la métaphore de la bibliothèque. Donc, qu'est-ce que le savoir? C'est un homme qui va dans des bibliothèques, qui réfléchit et qui pense. Euh, Moi, ce que je mets en perspective, c'est l'inverse. Quand j'avais 15 ans, j'ai rencontré des gens d'Action française, j'ai rencontré des maoïstes, j'ai rencontré des fachos, j'ai rencontré des libertaires, j'ai rencontré des tiers-mondistes, j'ai rencontré des droitistes, j'ai rencontré des gauchistes. Et quel était leur point commun? C'était que c'était des gens qui étaient des constructeurs d'aliénation. Il voulait structurer la politique dans une certaine forme, il voulait structurer l'économie dans une certaine forme, mais il partait d'une doctrine. Il partait d'une doctrine qui se posait et qui s'imposait au monde pour décrypter ce qui se passait. Et moi, j'ai eu la chance, par-delà toute cette antiquité brocante de la fausse conscience, de rencontrer des gens de la vraie conscience. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre la fausse conscience et la vraie conscience? D'abord, c'est le savoir et l'effort. Parce que
bon, je vais très rarement sur Internet, mais j'ai énormément de correspondants et de contacts qui me racontent les gens qui viennent sur votre chaîne et ce que racontent les gens qui viennent sur votre chaîne. Les gens qui viennent sur votre chaîne, et c'est très très intéressant parce que c'est symptomatique historique. Euh, ils peuvent être très gentils, ils peuvent être très honnêtes, ils peuvent aimer la bonne cuisine, ils peuvent être transparents sur plein de choses, mais ce sont des angles morts. Tous les gens qui viennent sur votre chaîne sont des angles morts parce qu'ils ne comprennent rien au savoir total, ils ne savent pas ce qu'est le savoir total, ils n'ont jamais lu Marx, ils n'ont jamais lu Hegel et ils n'ont jamais lu les évangiles en grec. Donc ce sont des gens qui parlent pour ne rien dire. Alors, il ne parle pas pour ne rien dire. Quand vous recevez quelqu'un qui parle de l'imposture du Covid, il montre bien qu'il y a une imposture du Covid. Quand vous recevez quelqu'un et qu'il vous parle du messianisme mondialiste, il parle bien de quelque chose qui existe. Tous les gens qui viennent vous voir parlent bien de choses qui existent. Mais il leur manque l'essentiel. Il leur manque l'essentiel, c'est-à-dire ce que Hegel, Marx, en reprenant les présocratiques, Aristote et tout ce qui positionne le logos grec, appellent la vérité complète des causes finales. La vérité complète des causes finales. Qu'est-ce que c'est que la vérité complète des causes finales? C'est le fait qu'à un moment donné, par-delà tous les savoirs partiels qui s'étaient inscrits dans l'histoire du monde, a explosé la Révolution française, qui est en quelque sorte la synthèse dialectique supérieure de tous les mensonges de l'histoire mondiale. Quand la Révolution française explose dans le mouvement réel de l'histoire, elle vient désigner tous les mensonges du passé et elle vient annoncer tous les mensonges du futur. Et Hegel produit la première compréhension du savoir total. Pourquoi il comprend? Pourquoi il saisit? Et pourquoi il met en perspective le savoir total? Parce qu'au moment où justement cette révolution de la marchandise se met en mouvement, dans la révolution de 1789, qui va bien plus loin que l'anglaise de 1648, parce que la révolution anglaise de 1648, c'est une révolution anglaise qui s'étend progressivement, mais qui n'est pas d'emblée mondiale. La révolution de 1789, elle change la chronologie universelle. Elle change la chronologie universelle. Et Hegel dit, moi je n'invente rien. Je traduis cette explosion mondiale. Mais pour que le savoir total naisse, il fallait qu'il y ait cette explosion mondiale universelle dans la réalité objective des matérialités historiques. Et Hegel dit, eh ben, moi, je prends en compte ce gigantesque mouvement et je l'explicite. Mais s'il n'y avait pas eu M. Hegel, il y aurait eu M. Tartampion, parce qu'il était inévitable que ce mouvement explosif radical existe. Et Hegel produit le savoir total. Hegel est capable de vous expliquer les Incas, les Mayas, les Chinois, le bouddhisme, le coranisme, le judaïsme, les Esquimaux, les aborigènes. Et pourquoi Hegel est capable d'expliquer ce que la totalité de vos invités mis bout à bout ne peuvent pas expliquer? Parce qu'il va à la vérité complète des causes finales de la profondeur. Et cette vérité complète des causes finales de la profondeur, c'est le surgissement civilisationnel qui, au néolithique, produit quelque chose qui va s'emparer progressivement du monde pour arriver à la modernité. Et Hegel va buter sur une illusion. Il va, au bout de cette mise en perspective, aboutir à ce qu'il appelle l'état rationnel. Au bout de cette histoire mondiale, à travers toutes les aliénations, à travers toutes les impostures, à travers toutes les mystifications, il conviendrait de mettre en perspective l'état rationnel. Sauf que, entre la révolution de 1789, les révolutions de 1844 et la Commune de Paris, surgit un nouveau sujet historique qui s'appelle le prolétariat communard. Et ce prolétariat communard dit à Hegel, l'état rationnel, c'est pas possible, mon bonhomme. L'État est par essence une machinerie anti-humaine. Et c'est là où le groupe Marx-Engels se surgit, parce que c'est pas Marx qui est important. Marx ne crée rien. C'est le groupe Marx-Engels dans la première internationale qui exprime le mouvement réel,
qui exprime le mouvement réel et qui reprend l'œuvre de Hegel pour non pas aboutir à l'État rationnel, mais à l'abolition de l'État, à l'abolition de la marchandise, à l'abolition de la politique. Et qu'est-ce que moi je dis? Je dis quelque chose qui ne sort pas de ma tête, mais qui sort de cette expression historique dialectique, c'est le cheminement radical de la désertion révolutionnaire. Homme de droite, vous êtes abruti par le droitisme, déserté. Homme de gauche, vous êtes abruti par le gauchisme, déserté. Qu'est-ce que Guerre de classe comme groupe? Qu'est-ce que Francis Cousin en tant que membre de ce groupe, qui a reçu depuis l'âge de 15 ans, à travers toute une série de groupes ouvriers qui sont complètement inconnus, mais qui avaient lu Hegel, qui avaient lu Marx, j'ai appris qu'il fallait déserter et dénoncer tous les camps du capital. À bas Poutine, à bas Zelensky, à bas le Hamas, à bas le Likoud, à bas tous les gangs du capital. Aujourd'hui, nous reprenons le flambeau de cette grande trajectoire radicale qui vient du Christ radical, de l'incarnation radicale, contre tous les royaumes du monde de l'aliénation. Vive l'incarnation du logos subversif, abat tous les camps du capital. Mais ça ne sort pas de ma tête. Quand vous recevez des invités, qu'est-ce qu'ils vous font? Ben, ils vous font une synthèse du savoir qu'ils ont créé, qu'ils ont appréhendé, qu'ils ont construit, parce que sur l'ingénierie sociale, sur le Covid, sur le messianisme, ils ont des choses à dire. Mais le problème, c'est que ce qu'ils ont à dire, n'épousant pas le savoir total, est complètement à côté de la plaque. Parce que qu'est-ce que nous apprennent Hegel et qu'est-ce que nous apprennent Marx au regard des luttes de classe radicales? C'est que toute l'histoire du monde depuis la préhistoire, est l'histoire de la valeur d'échange et l'histoire des luttes de classe autour de la valeur d'échange. L'histoire naît quand? L'histoire naît au néolithique avec l'écriture. Avant la révolution néolithique de la valeur d'échange, il n'y a pas d'écriture. La première écriture est une comptabilité cunéiforme qui dit la quantité de la valeur d'échange, et puis qui progressivement va produire une écriture des épopées, des chronologies politiques de la justification de la valeur d'échange. Coupez-moi hein, quand vous voulez. Voilà, la valeur d'échange, je pense que c'est important, c'est un élément clé, justement. Ce serait bien d'expliquer des didactiques pour ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce que la valeur d'échange, Francis? Alors, la valeur d'échange, c'est ce processus historique objectif qui surgit au moment de la révolution néolithique du grain. Dans le Un long exemple, temps, par exemple. Un exemple. dans le long temps du paléolithique, je n'ai connu des communautés de chasseurs, Mhm, cueilleurs. mhm. Qu'est-ce qui fait qu'une communauté de chasseurs existe, des chasseurs-cueilleurs? C'est une communauté où il n'y a pas de travail, où il n'y a pas d'argent, où il n'y a pas de politique, où il n'y a pas de despotisme, tout simplement puisqu'il n'y a pas d'autonomisation de la production par rapport aux besoins des hommes. Si j'ai besoin d'un sanglier, je tue un sanglier. Si j'ai besoin d'un bison, je tue un bison. Il n'y a pas de stockage, il n'y a pas de suraccumulation et il n'y a donc pas de nécessité d'échanger les stocks. La révolution néolithique de la valeur d'échange qui va naître au carrefour de l'Égypte, de ce qui deviendra Babylone et Ninive, des empires hittiques et de tout ce qui va structurer le croissant fertile et qui va d'ailleurs faire naître le monothéisme de la valeur d'échange judaïque. C'est quelque chose qui naît parce qu'à un moment donné, le circulatoire échangiste qui exprime la réalité objective du stock qui va bouger, qui va être préservé, qui va être valorisé, rend obligatoire aux hommes de quitter la communauté du non-travail pour rentrer dans la société et la civilisation de l'échange. Et l'histoire du monde commence avec l'écriture de la valeur d'échange au néolithique. Mais cette écriture de la valeur d'échange au néolithique, elle va aller se répandre sur tous les continents dans des formes diversifiées, dans des temporalités diversifiées. Et quand vous recevez vos invités, de quoi parlent-ils? Ils parlent d'un sujet de cet univers monde à un moment donné. Donc, je parle de Maïdan, je parle de Maïdan, je parle du Covid, je parle de la guerre russo-ukrainienne, je parle de l'affrontement entre Israël et le Hamas. Mais tout ça,
ça n'est qu'un moment donné de l'extériorisation approfondie de la dialectique des forces productives qui s'est étendue, qui s'est étendue. C'est-à-dire que dès que la première valeur d'échange se met en mouvement, elle contient l'explosion du monde traditionnel vers ce monde absolu qui nous conduit à Wall Street et au mondialisme de la marchandise. Et ce qui est décisif, c'est que toute l'œuvre de Hegel et de Marx est prévisionnelle. Tout ce qui se passe aujourd'hui à travers la cybernétique, à travers l'informatique, à travers le Covid, à travers le LGBTisme, à travers l'immigrationnisme, à travers le transhumanisme, c'est découvert par vos intervenants dans le temps contemporain et ils découvrent un nouveau sujet parce que Davos a mis en mouvement ces nouveaux sujets. Mais tout ça est prévu dans le Capital en 1868 et dans les Grundrisse en 1857. C'est-à-dire que qu'est-ce qui valide une pensée radicale? C'est sa capacité prévisionnelle à anticiper et à nous dire ce qui va survenir. Le goulag, le capitalisme d'État bolchevique et staliniste, il est prévu par Marx et par Engels comme défiguration de la réalité objective. Quelle différence y a-t-il entre Marx et Lénine? Exactement la même qu'entre Jésus et les témoins de Jéhovah. C'est pas parce que les témoins de Jéhovah disent 50 fois par jour Jésus qu'ils expriment la réalité subversive de l'évangile. Donc, la culture, le problème du youtubisme, le problème de la consommation de l'image, c'est que sur 10 000 vues que vous faites, vous avez 9 800 types ignares, radicalement ignares, qui n'ont jamais ouvert un texte radical, qui n'ont jamais feuilleté l'évangile en grec, qui n'ont jamais lu Hegel, qui n'ont jamais lu Marx et qui récitent la doxa de la dictature mondiale de la marchandise. Mais alors, du point de vue méthodologique, voyage au bout de la fin du Capital, les 116 thèses. Quand je vis la Révolution anglaise, pour comprendre la Révolution anglaise, je ne vais pas me fixer sur la Révolution anglaise. Quand je vis la Révolution française, je ne vais pas me fixer sur la révolution maçonnique du Capital qui crée la Révolution française. Tout ça, ce sont des résultats. Pour comprendre une phase historique, je dois aller à la compréhension du seuil déterministe de l'extériorisation de la valeur d'échange. La France carolingienne, c'est un degré donné de la valeur d'échange. La France capétienne, c'est un degré donné de la valeur d'échange. La France de Louis XV, c'est un degré donné de la valeur d'échange. Les réseaux pédophiles d'Ancien Régime, la vente des enfants sous Louis XV, c'est sous Louis XV. Les parlements, le devenir de la bourgeoisie, un niveau donné d'extériorisation des contradictions sociales. C'est pas Clovis, c'est pas Mérovée, c'est pas Childéric. Donc, tous les gens qui viennent parler d'un sujet, ne connaissant pas le seuil historique de détermination de la valeur d'échange qui fait le sujet dont ils parlent, sont condamnés à parler de l'extériorité phénoménale, puisqu'ils ignorent la substance radicale phénoménologique qui fait effectivement ce que Aristote appelait la cause finale du mouvement général. Il n'y a que des constats en réalité, Francis, comme C'est-à-dire vous que dites. les gens discutent effectivement de ce qui apparaît. Mhm. Mais pourquoi cela apparaît-il? Il n'y a pas de solution en réalité. C'est-à-dire, il constate, c'est vrai, je prends un parti personne, mais la plupart des auteurs, c'est vrai, constatent dans leur domaine certaines choses, certains éléments, mais ça nous mène nulle part en Mais réalité. parce qu'il y a le péché d'inculture, C'est le une péché pièce de puzzle. d'orgueil de l'inculture. C'est Moi, une si vous pièce de voulez, puzzle. C'est moi, tout. moi, quand j'avais 15 ans, j'étais proudhoniste. Je suis passé par le mouvement libertaire et j'étais proudhoniste. Et quand on disait Marx, oh, je frissonnais, Marx le ténia du socialisme. Et j'avais rien lu. Et un jour, j'ai rencontré des gens qui avaient vécu la révolution de Barcelone 37. C'est pareil, la révolution de Barcelone 37. Vous prenez les 30 personnes que vous avez invitées sur les 30 dernières invitations, vous leur dites que s'est-il passé à Barcelone en mai 37? Personne ne sait rien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est au bout. Alors, prochainement, nous ferons une émission sur un sujet essentiel qui s'appelle la schizophrénie mégapolitaine du capital. Mm. Marx dit il y a eu de l'histoire, et dans la domination réalisée de la marchandise, parce qu'il faut bien comprendre que Marx
n'explique pas le capital du 19e siècle, mais il explique le capital du 21e siècle. La crise des taux d'intérêt négatifs, la mise en jachère, le coronavirus, toute cette structuration sociale universelle est prévue dans le 6e chapitre du Capital. Elle ne tombe pas du ciel parce que les gestionnaires de Davos l'ont programmée. Les gestionnaires de Davos, ce sont les larbins serviles de l'administration, de la surface des choses, de la valeur d'échange. Ils n'ont aucun pouvoir. Ils mettent en marche, ils mettent en écriture, ils mettent en forme le diktat de la valeur d'échange. Mais ils n'ont aucun pouvoir. Donc, celui qui ne va pas creuser le seuil historique de la valeur d'échange tel qu'il existe aujourd'hui ne peut pas comprendre ce que produit la valeur d'échange. Il est donc condamné à devenir un porteur de valise d'un camp du capital. Ah oui, Poutine, c'est bien mieux que Zelensky. Ah oui, Trump, c'est bien mieux que Biden. C'est-à-dire qu'on en revient à 1914. Quand en 1914, Charles Maurras et Kropotkin disent au prolétariat, allez, va au charnier, va te battre contre l'abomination allemande. Et il y a quelques petits groupes en 1914 qui disent, mais non, c'est pas possible. À bas l'horreur, à bas le charnier du capital. Et moi, je m'inscris dans cette tradition-là. Je n'ai aucune prétention. Je n'invente rien. Je ne découvre rien. Je recueille un patrimoine qui m'a été transmis par des groupes ouvriers radicaux révolutionnaires des années 50, des années 60, et je l'ai reçu avec humilité. Mais la méthode, je prends un exemple dont nous avons parlé dans notre dernière émission sur Guerre de classe et qui est au cœur du voyage au bout de la fin du Capital. Les années 60, les années 70, dans ces petits groupes radicaux de commune de Kronstadt. Tiens, commune de Kronstadt. Qu'est-ce qui s'est passé à Kronstadt en 21? Est-ce Ils ont été que les réprimés. gens qui suivent vos Voilà. vidéos savent qu'en 1921, il y a une commune de Kronstadt comme il y a eu une commune Les de marins qui ont été réprimés. Mais avec le drapeau, vive le communisme, abat le capitalisme d'État bolchevique. Mhm. Et Pierre Guillaume, qui est décédé récemment, Pierre Guillaume, sans lequel il n'y aurait jamais eu Forisson. Pierre Guillaume qui a rendu possible la compréhension radicale de Racinier. Pierre Guillaume disait, quel est le plus grand mensonge du XXe siècle? Le plus grand mensonge du XXe siècle, c'est d'avoir voulu, par-delà les mensonges de la Deuxième Guerre mondiale, par-delà les mensonges de la Première Guerre mondiale, par-delà tous les mensonges de l'histoire, c'est le mensonge qui a voulu nous faire croire qu'il y aurait pu y avoir 1 millimètre de communisme en Russie capitaliste d'État. C'est le plus grand mensonge de l'histoire. Et les premiers groupes qui ont dénoncé le capitalisme d'État bolchevique, ils n'étaient pas droitistes, maurassistes, guénonistes, évolistes. Ils se réclamaient de Marx. Mhm. Parce que Marx avait prévu à l'avance que toute étatisation des forces productives produirait un capitalisme d'État concentrationnaire. Donc, si vous voulez, le problème, c'est si je ne suis pas dans le savoir total, je ne suis pas dans le savoir partiel, je suis dans l'ignorance totale. Il n'y a pas de zone entre le savoir total et l'ignorance totale. Celui qui ne comprend pas la dialectique radicale du mouvement des forces productives, qui de la révolution néolithique jusqu'à aujourd'hui produit chaque instant historique. Chaque instant historique. L'affaire Dreyfus, la prise de la Bastille, 1815, Crécy, Azincourt. Ce sont des moments particuliers qui font que la valeur d'échange bouge et transforme les choses. Qu'est-ce qui fait qu'à Crécy et à Azincourt, l'armée anglaise écrase l'armée française? C'est pas parce que Talbot est un metteur en scène militaire particulièrement ingénieux dans le camp anglais. C'est parce que la structure sociale anglaise a déjà bougé et ce que la valeur d'échange, en faisant bouger cette structure sociale, a mis en avant l'archer de l'infanterie anglaise contre le cavalier et ses 40 kilos, ses aumes et ses chevaux. Donc si je ne comprends pas le développement de la valeur d'échange qui a structuré la société anglaise dans une forme particulière et qui structure la société française dans une autre forme, je ne comprends rien à Crécy et à Azincourt. Je ne comprends pas, par exemple, pourquoi l'Allemagne va basculer à partir de Luther et de Calvin dans toute une série de régions
dans un protestantisme qui va accélérer la marchandisation. Je ne comprends pas pourquoi Henri VIII va mettre en marche le pré-anglicanisme que Élisabeth II va ensuite supérieurement extérioriser. Pourquoi François Ier, quand il y a l'affaire des placards, s'oppose aux calvinistes, alors que Henri VIII va effectivement les légitimer? Développement de la valeur d'échange, structuration sociale différenciée, matérialité dialectique des forces productives complètement différentes. Donc, celui qui ne comprend pas que l'histoire mondiale, telle qu'elle est positionnée dans le voyage au bout de la fin du capital, en 116 thèses, qui partent du néolithique jusqu'à aujourd'hui, en passant par la révolution capitaliste médiévale du XIIIe siècle italien, ne comprend rien. Il additionne des regards brisés, des regards étroits, des regards partiels sur des phases historiques. Mais il ne comprend pas que toutes ces phases sont surdéterminées par le développement de la valeur d'échange dans une forme particulière. Qu'est-ce qui oppose les Incas aux Toltecs? Qu'est-ce qui oppose le féodalisme japonais au despotisme oriental chinois? Qu'est-ce qui fait que la Corée, entre les deux, a un mode mixte? Si je n'analyse pas la valeur d'échange dans la multitude de ces formes d'incarnation différenciées, je ne comprends pas pourquoi ici c'est comme ça et pourquoi là-bas c'est autrement. Et pourquoi ça bouge comme ça ici et pourquoi ça bouge comme ça ici. Donc celui qui ne comprend pas le savoir total de la valeur d'échange universelle en mouvement depuis la révolution néolithique jusqu'à aujourd'hui, c'est un cul-de-jatte, c'est un borgne. Il prend des bouts d'histoire, mais il n'a pas ce rapport à la totalité. Qu'est-ce que nous disent Hegel et Marx? L'histoire est une totalité. Et comprendre l'histoire, ce n'est pas la regarder à partir de notre cerveau, c'est l'accueillir à partir du tumulte, à partir des fracas qui font le mouvement réel. Et le mouvement réel, c'est quoi? C'est cette valeur d'échange qui a créé l'histoire. L'histoire est née avec la révolution néolithique de la valeur d'échange qui a créé l'écriture comptable, puis l'écriture narrative, puis l'écriture des légitimations, des différentes chronologies étatiques de l'aliénation. Et aujourd'hui, je suis au bout de ce voyage de la valeur d'échange, parce que cette valeur d'échange qui n'a pas cessé de bouger, qui est entrée sans arrêt en crise, a constamment produit des restructurations supérieures, des restructurations supérieures. C'est vrai, vous avez des gens qui vous parlent de la bourgeoisie. Si je lis Marx, si je lis Marx et que je le lis un tout petit peu, je sais que la bourgeoisie disparaît en 1914. Marx nous explique dans le 6e chapitre du Capital que en 1914, je passe de la domination formelle à la domination réelle. Le capitalisme, ce n'est pas un truc qui est défini une fois pour toutes. Le capitalisme est né au XIIIe siècle dans les cités commerçantes italiennes. Puis il s'est répandu. Les foires de Champagne, puis ça bouge vers le sud, puis ça bouge vers le nord. Il y a d'abord une matérialité portugaise, puis ensuite une matérialité espagnole, puis ensuite il y a une matérialité anglaise qui est passée par une matérialité des Pays-Bas hollandais. Mais la question, qu'est-ce qui fait que le Portugal, qui était la première puissance mondiale au XVe siècle, n'est plus rien au XVIIe? Si j'analyse pas le développement de la valeur d'échange et les contradictions qui font que l'Espagne a su créer une valeur d'échange supérieure à la valeur d'échange portugaise, je ne comprends rien. Qu'est-ce Donc, qui fait? c'est un problème de méthode, en réalité. Voilà. C'est qu'il y a une mécanique qui est liée au savoir et à la connaissance. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ne lisent pas, s'abreuvent de YouTubage, mettent leurs petits commentaires narcissiques, mais au final, si on n'a pas la méthode pour, comme vous dites, recevoir le tumulte de l'histoire, le comprendre. On va rester enfermé dans des enclosures, narcissiques de petites choses, et d'autres, mais on va pas arriver à développer, vraiment la problématique liée au capital et du devenir du monde. Et c'est là le souci aujourd'hui. Ma question, ça serait elle est simple. Je ne plains personne parce que je pousse les gens, notamment à vraiment lire, à s'abreuver de beaucoup de choses, des bonnes et non pas de celles qui sont en périphérie. Vous parlez par exemple de Marx, Hegel. C'est vrai que Hegel n'est pas, comment dire, facile
euh, pour l'aborder. On peut parler de la propédeutique, qui est beaucoup plus facile à aborder que la phénoménologie de l'esprit, qui est vraiment difficile. C'est plutôt un préambule, je dirais, à la propédeutique, qui permet ensuite de toucher à la phénoménologie de l'esprit. Mais c'est difficile, tout le monde n'a pas la capacité, même en bossant les textes, de pouvoir accumuler la connaissance et comment dire, le mécanisme de compréhension des Hegel, qui mène ensuite à Marx, qui mène ensuite à Debord et même voire d'autres. C'est ça le problème qui va se poser aujourd'hui. Donc les gens vont rester dans leur enclosure narcissique de j'ai raison, je suis pour la Russie, je suis pour la Palestine, je suis pour l'Israël, peu importe, et pensent que le vrai problème est là et ne font que, comment dirais-je, penser le capital PAN, c'est-à-dire le restructurer. Alors, vous savez, il y en a un qui voulait redéfinir la Constitution, les autres chez qui vous êtes passés qui font une monnaie virtuelle, mais en réalité, on sort pas du truc. On facilite, je dirais même, comment dire, comment dire, l'expansion du capital vers le mal. Donc, comment aujourd'hui les gens, hormis de dire bosser des textes, ce qui paraît difficile, soit les gens n'ont pas le temps, soit les gens n'ont pas la motivation, soit les gens sont enfermés dans leurs propres problématiques narcissiques, comment peuvent-ils simplement comprendre le Ils peuvent devenir humain, pas. ce qu'ils sont? Ils peuvent pas parce qu'on est au bout de cette aliénation qu'on va théoriser dans une émission sur la schizophrénie mégapolitaine du capital. Dans ces groupes révolutionnaires ouvriers où j'étais dans les années 70-75, il y avait des Italiens, il y avait des Espagnols qui travaillaient dans le bâtiment, qui parlaient à peine le français, mais qui avaient la passion, la colonne vertébrale. Tous les gens qui sont sur YouTube sont des affaissés. Ce sont des gens qui n'ont pas de carrure. Le type qui est sur YouTube n'a pas de carrure, il est affaissé. Quelle est l'odeur de son oreiller? Est-ce qu'il se douche le soir avec jubilation et érotisme? Est-ce que le rapport sexuel est vécu comme une transcendance explosive ou est-ce que c'est vécu comme une mécanique de robinetterie? Qu'est-ce qu'il a dans son frigo? Est-ce qu'il est capable de passer d'un vin de Loire à un vin de Bourgogne? Est-ce qu'il a la passion? Est-ce qu'il a la jouissance? Non, parce qu'on est au bout de ce que Marx a appelé la réification. La violence urbaine, c'est pas l'ensauvagement, parce que le sauvage est digne, c'est l'homme de la silva, c'est l'homme de la forêt. Ce que les gens appellent l'ensauvagement, c'est le robotisme thanatique absolu. Mais ça, c'est sa forme violente. Mais il a une forme civilisée, le robotisme thanatique. C'est l'abruti affaissé. L'abruti affaissé qui est définitivement mangé par l'économie politique de la représentation. Qu'est-ce que Marx nous dit contre Lénine, contre Trotsky, contre tout le mensonge capitaliste d'État, dès le texte de 1843 sur la critique de la philosophie? À bas la politique, à bas l'économie. La politique et l'économie, ce n'est pas simplement des structures mondiales d'aliénation qui essayent de reconstituer quelque chose d'autre à partir du mondialisme de la marchandise pour le mouliner autrement. Ce sont des fauteuils d'impuissance pour des êtres affaissés qui n'ont pas de colonne vertébrale. Si j'ai pas d'existence, si j'ai pas de jouissance, le match Poutine-Zelensky, c'est vécu comme un match de boxe ou comme un match de judo. C'est un truc sportif. Oui, oui, c'est Toute mon OM-PSG. impuissance, je vais être absorbé dans toute mon impuissance dans un jeu spectaculaire. Je choisis un camp contre un autre et puis je m'excite et puis je m'excite. On a vu ça au moment de l'élection de Biden. Vous aviez des millions de gens qui s'excitaient sur les réseaux sociaux en disant « mais vous allez voir, Trump va Trump, gagner, va Trump revenir. va gagner, il va renverser. » C'est-à-dire que les gens n'ont pas de vie, les gens n'ont pas de jouissance, les gens n'ont pas d'érotisme. Donc qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste le jeu d'échecs à la maison sur les champs de contradiction de l'économie et de la politique. Sauf que l'économie, c'est de la merde, la politique, c'est de la merde, l'État, c'est de la merde, et que je dois surgir en reprenant le drapeau de la commune, la Gemeinwesen, la communauté. Je ne dois pas repartir. Vous avez toute une série de gens qui caricaturent ce qu'ils ne sont pas capables de comprendre. Marxistes, cousinistes, etc. Mais Marx est anti-marxiste et Cousin est anti-cousiniste. Nous sommes simplement des communistes. Nous sommes des communistes. C'est quoi un communiste? C'est quelqu'un qui est dans la communion radicale. Dans la communion radicale. Les actes des apôtres. Les actes des apôtres. Que personne n'a lu en grec.
On parlera peut-être de ces philosophes de pacotille qui nous expliquent que le Christ n'a jamais existé, que le Christ serait une mythologie. Mais On en les a parlé. actes des apôtres, qu'est-ce qui définit les actes des apôtres? Les actes des apôtres, dans la relation à l'incarnation du Christ radical, se définissent par cette phrase grecque qui est sublime, autois, apanta koina. Koina. Tout pour les hommes du Christ était en la communauté du communisme de la communion. Koina. Koina. Le Christ n'a jamais dit, contre les royaumes de ce monde, je suis pour un royaume d'un autre monde. Il faut traduire le texte grec. Personne n'a lu Marx, personne n'a lu Hegel. Mais qui lit les évangiles en grec? Qui connaît le grec aujourd'hui? C'est ça aussi la question. Alors, le grec, c'est pas difficile. Alors, bon, moi j'ai fait du grec pendant un certain nombre d'années, mais j'ai aidé plein de gens qui n'avaient jamais fait de grec à s'y mettre tout seul. Le grec, il y a 24 lettres. Il y en a la moitié qui sont comme les lettres françaises. Donc, le mec qui a un peu de passion, en 1 heure et demie, il apprend les 12 lettres qui sont pas comme les lettres grecques. Puis il se met tout seul à sa grammaire feuillâtre, il s'achète son bailli, et puis dans la passion, mais c'est pareil. Il n'y a pas d'érotisme, il n'y a pas de frigidaire, il n'y a pas de vin, il n'y a pas d'hygiène, il n'y a pas de musique, il n'y a rien, donc il n'y a pas de passion. Il y a un Euh, érotisme dans la passion et dans le mais vouloir. bien sûr. Bon. C'est ce Donc qui- je me mets au grec, et je vois que le Christ n'a jamais dit qu'il opposait un royaume d'ailleurs au royaume de ce monde, il appelle à l'abolition des royaumes du monde, et il ne parle pas d'un royaume du divin, mais d'une rayonnance du divin, parce que précisément, il est pour l'abolition de l'argent et pour l'abolition des royaumes du monde. C'est pareil. Alors, vous avez tout le monde qui est là. Alors, il a dit rendez à César et rendez à Dieu. Il n'a pas dit rendez à César et rendez à Dieu. César, c'est l'État. En grec, il a employé un terme qui est très important, apodoté. Apodoté, ça ne veut pas dire rendez à César. Ça veut dire rejeter l'argent et César. Rejeter l'argent en César et rejeter César en l'argent. Il n'a pas dit, bon, bah, vous faites votre petite tambouille divine, puis bon, bah, vous laissez l'argent continuer de son côté. Il a dit, vous rejetez l'argent, apodoté. Donc, si vous voulez, ma grand-mère me disait quand j'étais petit, quand on ne connaît pas un sujet, on la ferme. Et Tout le monde moi, la casse aujourd'hui. et moi, avant d'avoir ces 15-16 ans où j'ai rencontré des gens de radicalité profonde qui m'ont appris à réfléchir avec humilité et méthode, je parlais peu. On Et j'ai écoute. commencé à parler quand j'ai pénétré ces textes. Mais ces textes m'ont appris l'humilité et la méthode. C'est-à-dire que rien ne vient de Cousin, rien ne vient de Debord, rien ne vient de Marx. Tout vient de la lutte de classe, du mouvement prolétarien qui rejoint, qui dépasse, qui supplante les mouvements paysans et qui est la sève, le mouvement réel. Tout ce que nous savons nous vient du mouvement réel. La guerre des paysans, cette guerre des paysans qui en Allemagne, pendant un siècle, a mis à feu et à sang tous les pouvoirs. Les jacqueries paysannes dont je parle dans le voyage au bout de la fin capitale, puis la commune de Paris, puis la commune de Berlin, puis la commune de Barcelone. C'est ça notre sève. C'est ça notre sève. Et c'est ça qui fait que nous avons toujours raison. Nous avons toujours raison. Alors les gens vont se dire, mais quel orgueil, quelle prétention. Mais la prévision, elle se valide, elle s'expérimente. Nous avons fait dernièrement une émission sur la géopolitique du capital des vraies profondeurs contre la géopolitique des fausses profondeurs. Euh, euh, Quand dans les années 75, autour de la jeune taupe du groupe Commune de Kronstadt ou du groupe Guerre de classe, euh, ce qui constitue quelque part la sécrétion la plus radicale de l'époque sur l'abolition de la politique, l'abolition de l'économie se met en marche. Quelle est notre spécificité? Nous sommes les seuls à dire, à l'horizon du monde entier, il n'y aura jamais de conflit militaire entre la Russie soviétique et les États-Unis. Dans les années 70-75, vous pouvez prendre toutes les revues d'ultra-droite et toutes les revues d'ultra-gauche,
en passant par toutes les revues d'ultracentre, tout le monde vous explique qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale entre les chars soviétiques et les chars américains. On revit la même chose là. Mais il ne peut pas y en avoir, Non, non, parce mais que bien sûr. Mais la je guerre, te dis, c'est la elle est même pire. continuation de la guerre commerciale, et il n'y a pas de conflit radical du point de vue de la valeur d'échange et de la composition organique des technologies de pointe entre la Russie soviétique et les États-Unis. La Troisième Guerre mondiale, c'est pour les États-Unis détruire l'Europe. Et aujourd'hui, alors c'est ce que j'explique très bien dans le voyage au bout de la fin du capital, l'OTAN n'est pas en guerre contre la Russie. L'OTAN attaque la Russie pour détruire Paris. Il faut que les auditeurs, alors les lecteurs, entre guillemets, faut se rappeler ce que nous ne cessons de dire, que la grande puissance qui fait peur à l'Amérique, c'est la France gaulo-pompidolienne. La France gaulo-pompidolienne qui est présente au Liban, en Irak, en Syrie, en Égypte, en Libye. La France qui vend des mirages à Saddam Hussein, qui vend des mirages à Kadhafi. Et c'est cette puissance qu'il faut détruire. Quand on lit aujourd'hui les documents du Pentagone, quand on fait référence au texte de l'amiral Sanguinetti, l'obsession américaine, c'est détruire le nucléaire français, le commerce français, l'agriculture française, la culture française. Il n'y a pas de conflit avec la Russie. Aujourd'hui, cette guerre entre les États-Unis et la Russie n'a pour seul objectif que de détruire l'économie européenne et de détruire l'économie française en repoussant la Russie. Et la Russie, la Russie s'est constituée avec l'aval américain pendant la Seconde Guerre mondiale, avec du matériel militaire américain, avec du financement américain. Et si l'armée rouge débarque à Berlin en 47, en 45 sur des jeeps américaines, avec des Sherman et avec une noria de camions américains, c'est parce que elle est une sous-entité américaine. Et alors aujourd'hui, ça fait 1 an et demi maintenant, ça fait 1 an, nous disons, mais vous voyez bien, l'armée russe ne perce pas, elle n'est toujours pas à Odessa. Non, et on nous disait juste au début, je sais pas si vous vous souvenez, je citerai pas qui, ça a même été dit sur ma chaîne, dans la semaine prochaine, ça sera terminé. Ça fait déjà 2 ans. Alors, nous le disons depuis le début, il y a eu des conflits secondaires entre les États-Unis et la Russie, la Corée, le Vietnam. Mais c'est toujours les États-Unis dans leur dominance qui donnent la dernière section de la dernière pièce. Le Viet Cong arrive à Saïgon, quand Nixon dit ça y est, on leur donne Saïgon. Là, aujourd'hui, on a peut-être 4 fois plus de pertes du côté ukrainien, mais les lignes de défense ukrainiennes tiennent parce que le financement, la militarisation américaine. Mais le jour où les Américains vont dire, comme au Vietnam, on s'en va, ce sera réglé. Mais le Viet Cong n'a pas pris Saïgon Oui, ils parce feront qu'il comme a en pris France. Saïgon. Ils Il a n'abandonnent pris pas. Saïgon parce que les Américains lui ont dit, tu peux prendre Saïgon. Ils feront comme en France, au moment du débarquement, ils ratisseront une partie de la Normandie. Oui, mais si vous voulez, il faut bien comprendre que la, la puissance russe n'emmerde pas les Américains. Les Américains ont une seule puissance qui posait problème. Alors, c'est l'histoire de la longue durée, on en revient à la valeur d'échange. Si je fais une analyse géostratégique, elle doit être de la longue durée de la valeur d'échange. Je redémarre au Capétien et au Plantagenet. La guerre de Cent Ans, qui est la guerre de 1000 ans. Waterloo, 1815, la guerre de Crimée. Puis la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, qui sont organisées par l'Empire anglais puis par l'Empire américain pour détruire la capacité stratégique de la mondialité française. Dans toute l'histoire du monde de la valeur d'échange, vous ne connaissez que 2 puissances mondiales. Il y a eu la France et il y a eu l'Angleterre. Puis à partir de 1914, l'Amérique a mangé l'Angleterre. Et là, elle s'est dit, il faut détruire la France. Rappelez-vous Marcel Kébir. Rappelez-vous la volonté absolue des États-Unis de détruire l'Empire français asiatique et l'Empire français africain. La première chose que l'OSS fait quand elle débarque en Afrique du Nord, elle prépare la création du FLN algérien. Mhm. La première chose que fait l'OSS américaine quand elle arrive à Haiphong, elle crée le mouvement d'Ho Chi Minh. Et aujourd'hui, la France, elle est sortie de l'Afrique.
Elle est sortie de l'Afrique. Que nous disent les derniers rapports de la CIA? On a un rapport qui est particulièrement intéressant, c'est le rapport de Mikhail Chirkin qui dit: enfin, nous faisons sortir la France de l'Afrique. Nous lui faisons perdre les atouts de sa puissance globale. Les Chinois arrivent, les Russes arrivent, mais avec l'aval américain. On se Les rappelle, Américains ne sont absolument pas gênés par la Chine et par la Russie, qui tu te sont souviens des ce qui s'est passé dans la région des Grands Lacs, au Congo, avec le Rwanda. évidemment. Et Et aujourd'hui, puis, les Russes construisent une centrale nucléaire en Égypte. Ça gêne absolument pas les Américains. La France a été virée de l'Irak suite aux effets de la guerre du Golfe, et c'est les Chinois qui investissent en Irak. Mais ça ne gêne absolument pas les Américains. Et il faut toujours rappeler à vos auditeurs que la Chine a été créée par les États-Unis suite au voyage Kissinger-Nixon pour justement créer cette puissance du Sud pour empêcher ce que nous appelons constamment le retour à Rapallo, c'est-à-dire un accord stratégique entre Paris, Berlin et la Russie. Mais un accord stratégique Paris-Berlin, la Russie, elle apporte la partie technologique la plus vétuste. Ce qu'elle apporte, c'est les matières premières. Et l'ennemi de l'ordre américain, c'est pas le Sukhoi, c'est le Rafale. Et l'ennemi des États-Unis, c'était la première filière mondiale du nucléaire. Donc, faut bien comprendre que si je n'ai pas cette analyse des profondeurs, ben, je me plante tout le temps. Pourquoi avons-nous eu cette capacité d'intelligence radicale à pouvoir dire dans les années 70, sur le chemin du savoir total, c'est-à-dire sur le chemin de la conscience de soi, du vrai historique, qu'il n'y aurait jamais de troisième guerre mondiale entre l'Empire soviétique et les États-Unis? C'est pas parce qu'on était particulièrement intelligent, c'est parce qu'on appliquait la méthode de la compréhension radicale de cet arc historique de la valeur d'échange. Tous les conflits militaires de vaste ampleur sont des conflits de guerre qui traduisent la guerre commerciale. La guerre commerciale. Et là, on explose, si vous voulez, tout ce qui fait la géopolitique traditionnelle, qui est une imposture. C'est pareil. Il y a un bouquin fantastique de Engels qui s'appelle L'Anti-Düring. Il bousille Mackinder, Mahan, Hochhofer et Carl Schmitt avant même qu'ils existent. mhm. Il explique que la géopolitique, c'est pas la géopolitique des espaces, puissance du Nord, puissance du Sud, la mer, la terre. C'est la géopolitique des espaces de la valeur d'échange. Si je n'analyse pas le mouvement de la valeur d'échange qu'il y a dans un espace, je ne comprends rien. Et c'est parce que nous le comprenions que nous avons été les seuls 10 pingouins, 10 pingouins à Paris dans les années 75 qui ont dit il n'y aura jamais de troisième guerre mondiale entre la Russie soviétique et les États-Unis. Et de la même manière, aujourd'hui, nous pouvons dire que les BRICS, ça n'existe pas. Les BRICS, c'est une énorme usine commerciale, c'est une énorme usine commerciale, mais qui ne gêne absolument pas les États-Unis du point de vue d'une mondialité stratégique. La seule mondialité stratégique qui gênait Londres, c'était Paris. Et quand Londres a été avalée par Washington, la seule mondialité stratégique qui gênait Washington, c'était la France gaulo-pompidolienne qui unifiait Saddam Hussein, le Shah d'Iran, Kadhafi, et qui produisait une route du Sud qui pouvait donner à la contexture d'un nouveau Rapallo sa véritable puissance stratégique. Mais si je ne viens pas travailler la valeur d'échange, si je ne fais pas le travail de Hegel sur la profondeur de la profondeur, si je n'applique pas la théorie d'Aristote de la cause finale telle que Hegel et Marx la pigent en fonction du mouvement des luttes de classe, je ne comprends rien à la totalité historique. Je ne comprends rien à la totalité historique. C'est-à-dire que je ne comprends pas que le moment présent, c'est pas une addition empirique entre la Chine, le Brésil, l'Inde, la Russie. Le moment présent, c'est toute l'histoire de la valeur d'échange qui a surgi au néolithique qui vient créer les BRICS, le Brésil, mais dans une configuration stratégique qui doit être analysée d'un point de vue dialectique. Donc aujourd'hui, le seul enjeu majeur au niveau de l'impérialité des contradictions de la valeur d'échange, c'est pour les États-Unis détruire la totalité de ce qui a fait la mondialité française.
détruire la totalité de la mondialité de ce qui a fait la réalité stratégique française, industrielle, commerciale, bancaire, et bien évidemment l'homogénéité culturelle. L'immigration, c'est un processus d'américanisation, nous a dit Marx et nous ont dit Debord et nous ont dit Mounis et tous les autres. C'est-à-dire que l'immigration est voulue, le GIEC est voulu par le mondialisme de la marchandise, puisqu'il faut détruire l'entité culturelle, politique, industrielle française. Et dans le même temps, bien évidemment, empêcher le retour radical des luttes de classe, parce que les luttes de classe, c'est cette spécificité radicale qui a surgi dans la féodalité, dans la compréhension du logos radical grec, qui conduit au manifeste communiste, qui conduit à la Commune de Paris, et qui fait que dans le bal musette, autour du Beaujolais et de la Rillette, il y a la radicalité de la contestation de la politique et de l'économie, ce qui n'existe nulle part ailleurs. Donc il faut comprendre tout ça. Donc si vous voulez, si je ne me donne pas l'effort d'acquérir le savoir total du néolithique jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends rien. J'additionne des séquences, je bricole, je suis un brocanteur historique. Et qu'est-ce qu'il y a au bout de la brocante historique? Oh ben, on va changer la politique, on va changer l'économie, on va rénover l'esclavage. Mais au bout du bout, la valeur d'échange va mourir parce que la valeur d'échange est en train de mourir. C'est ça ma question. C'est Comment va-t-elle l'objectif. mourir? Voilà. Donc, si vous Comment voulez. va-t-elle mourir, Francis? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette valeur d'échange, elle est structurée. Alors là encore, si je lis pas, je comprends rien. Euh, le système capitaliste qui surgit au XIIIe siècle produit une formation sociale qui est tout entière basée sur une reproduction élargie, de plus en plus élargie, qui est structurée sur une loi essentielle qui est la loi de la baisse du taux de profit. L'histoire mondiale depuis le néolithique est structurée sur une loi essentielle, c'est le devenir de la valeur d'échange. Si je veux comprendre les Incas, quel degré de valeur d'échange? Si je veux comprendre la Révolution française, quel degré de la valeur d'échange? Si je veux comprendre la révolution capitaliste bolchevique, quel degré de la valeur d'échange? C'est-à-dire que chaque événement qui surgit exprime un seuil caractéristique de la progression dialectique des forces productives de la valeur d'échange. Si je ne fais pas le boulot de comprendre le seuil, je ne comprends rien. C'est pour ça qu'on était les seuls, en 75, à pouvoir dire, mais vous vous plantez tous de l'ultra-gauche à l'ultra-droite, les chars russes ne viendront jamais à Paris. Et le conflit SS-20 Pershing est une mystification du capital pour écraser la France, ce qui s'est passé quand il y a eu effectivement la première guerre du Golfe, puisque la première guerre du Golfe, la France détruit son propre marché extérieur du Moyen-Orient. Bon, ça c'est la première loi historique universelle. Chaque séquence historique exprime un degré de la valeur d'échange. Après, il y a la loi de la baisse du taux de profit. Alors, la loi de la baisse du taux de profit, Oui, c'est des petite, centaines de pages, c'est des centaines de pages. petit, est-ce que vous pourriez dire rapidement, Alors, de manière toute simple, didactique, vraiment. je peux exploiter la fatigue humaine, je ne peux pas exploiter l'usure machinique. Exactement. Si je prends un prolétaire et que je le mets dans une manufacture et que je le fais travailler 11 heures, je peux le payer 10 heures. J'ai donc, grâce à la manière aliénatoire, donc j'ai mis en marche le procès de travail, confisqué une heure de travail. Ça s'appelle l'exploitation. J'ai produit un incrément de valeur, c'est la plus-value. Je peux exploiter un prolétaire qui travaille. Mhm. Quand je mets en marche la machine, je ne peux pas l'exploiter parce que si elle bosse 11 heures, elle s'use pendant 11 heures. Et je ne peux pas faire jaillir un incrément de valeur de l'usure de la machine. Et la contradiction dialectique, qui est la contradiction mortelle du capital, c'est que le capital ne produit de la valeur qu'avec la fatigue humaine. Mais sur le terrain du marché mondial et de la concurrence, pour produire de plus en plus vite des marchandises qui coûtent de moins en moins cher, il est obligé de recourir à la machine qui accélère la productivité du travail de l'exploitation. Donc la machine permet d'accélérer la productivité du travail de l'exploitation, mais elle ne produit pas de valeur. C'est donc cette contradiction qui fait que la machine est de plus en plus essentielle pour surexploiter la fatigue humaine, mais elle ne produit pas de valeur. Il y a donc une baisse permanente du taux de profit qui oblige la marchandise mondiale, pour compenser la baisse du taux, à augmenter la masse. De plus en plus de marchandises, puisque chaque marchandise contient de moins en moins de valeur.
Donc, je dois en produire de plus en plus. Ce qui fait qu'il y a constamment des saturations du marché mondial. La Première Guerre mondiale, c'est la saturation du marché mondial. C'est la machine-outil allemande qui rencontre la machine-outil anglaise. Et ça bute. Et il faut détruire la machine-outil allemande. Et la Deuxième Guerre mondiale, c'est pareil. Donc, qu'est-ce qu'une guerre mondiale? C'est le moment où les entités de la guerre commerciale s'affrontent sur le terrain de la redistribution planétaire des marchés pour repartir à zéro. On est donc, à partir de 1914, rentré dans une dynamique infernale qui est dénoncée par Rosa Luxembourg, qui est dénoncée par Karl Liebknecht et par tous les groupes radicaux. Cette dynamique, c'est crise, guerre, reconstruction, crise, guerre, reconstruction, crise, guerre, reconstruction, puisque à un moment donné, le marché mondial fait que ça ne peut plus fonctionner. Et de là, la problématique du crédit et de la dette. Les gens qui viennent vous voir croient que la dette, c'est géré par les detteurs, que la banque est gérée par les banquiers. C'est-à-dire qu'il y a des maîtres du monde qui ont créé une économie factice à côté de l'économie réelle. Et non, Longtemps, oui. l'économie factice est le produit de l'incapacité de l'économie réelle à fonctionner en domination formelle, c'est-à-dire du XIIIe siècle jusqu'à 1914, je suis en domination formelle. Le capital industriel surdétermine le capital financier. Et le crédit est une anticipation de plus-value. Par le crédit, j'anticipe une production qui n'a pas été vendue, mais qui va se vendre. En domination réelle, le marché est saturé. Le capital est devenu une économie monde. Et en devenant une économie monde, il devient l'économie monde de l'impossibilité du monde de sa propre économie. Et donc là, le crédit se métamorphose, l'anticipation de plus-value devient chimérique, c'est le crédit chimérique, dit Marx. Et pourquoi c'est le crédit chimérique? Parce que le crédit ne vient pas anticiper une vente qui va se faire, il vient anticiper une vente qui ne pourra se faire que de manière chimérique. Mais tout ça, c'est prévu par Marx en 1857-1858 dans les Grundrisse. C'est prévu par Marx. Quand je dis que nous, dans la filiation des groupes radicaux des années 70, nous avions prévu tout ce qui allait se passer. Mais c'est déjà prévu dans les Grundrisse et dans le Capital, pour autant qu'on les lise. Pour autant qu'on les lise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe, du Covid à Davos, de l'ingénierie sociale au Donbass, de la Palestine à Tel Aviv en passant par Gaza, le surgissement des BRICS, tous ces agencements, ils sortent pas de n'importe où. Ils sont la concrétude matérialisée objective de la valeur d'échange qui avance et qui crée des seuils nouveaux. Et tout ça était prévu. Pourquoi c'était prévu? Parce que c'est dans la logique immentable du devenir des contradictions de la valeur d'échange. Et au bout de toute cette histoire, il y a ce fameux moment que nous avions anticipé, qui est celui de la crise 2008-2018, sur les crédits, sur les taux d'intérêt négatifs, et sur le fait que le capital, là, est obligé de se mettre en friche. Il n'y a pas un complot sur le coronavirus, à Davos, le reset, un truc de fou à un moment donné. Il faut bien que les gens qui nous écoutent aient une culture historique. Une culture historique. Les gens qui croient décider sont les larbins de la valeur d'échange. Les abrutis de Davos, de la trilatérale et de tous ces trucs-là n'ont aucun pouvoir. Ils ont le pouvoir qu'ils croient avoir, mais les Pékins incultes leur donnent un pouvoir qu'ils n'ont pas. Le mec qui comprend rien à l'histoire, qui n'a pas de culture, qui n'a pas de dimension historique, qui n'a pas de charpente, qui n'a pas de carrure, qui n'a pas de jouissance, il est là, il est complètement écrasé dans son quotidien d'esclave. Et je dis vraiment, il y a des maîtres du monde, c'est abominable, c'est abominable. On a fait une critique du mais qui, c'est qui? Mais les Qui est maîtres, derrière? mais surtout les maîtres de quel monde et dans quelles conditions nous vivons. Alors, Comme il fallait les éradiquer pour pouvoir poursuivre notre condition misérable de vie. voilà. Vous voyez, sans jouissance, sans rien, dans l'attente de quelque chose, peut-être Vous avez plein de gens qui un ont peu dit plus supérieur. mais qui? Et nous, on a rappelé cette radicalité de la première internationale avec Marx. La question, c'est pas qui, la question, c'est d'où vient qui? Parce que qui n'a pas produit l'histoire? Non. C'est l'histoire qui produit qui?
Le banquier n'a aucun pouvoir sur la banque, il vient sanctionner la crise du capital et il fait ce que la banque le pousse à faire. Il faut bien comprendre que ceux que l'on appelle les maîtres du monde sont les larbins de la valeur d'échange, qu'ils n'ont aucun pouvoir sur le monde. Ce qui décide, c'est la valeur d'échange. Mhm. C'est la valeur d'échange. Et quand la valeur d'échange est effectivement dans une incapacité radicale, c'est elle qui organise. Pourquoi aujourd'hui l'économie mondiale est arrêtée? Pourquoi il y a eu le coronavirus? Pourquoi tout se décompose? Parce que le niveau de saturation du marché mondial est tel que plus rien ne peut redémarrer. Et donc là, le capital met en marche ce que Marx montre très bien dans la section 1, livre 1 du Capital, la fétichisation absolue. Le mythe du réchauffisme, le mythe du réchauffisme et le mythe de l'organisation capitaliste étatique de la transformation industrielle, puisque les voitures ne se vendent plus, puisque le marché mondial de la voiture est saturé. On va prohiber la voiture classique et on va rendre obligatoire la voiture électrique. Mais ce n'est pas une folie complotiste de Davos, c'est l'obligation de la loi de la baisse du taux de profit qui fait que plus rien ne peut fonctionner. Plus rien ne peut fonctionner. Mais pour avoir beaucoup de culture, pour avoir beaucoup de savoir, il faut être humble. Il faut se dire, je suis nul, je connais rien, et ben je vais apprendre. Je vais bosser. Et je vais bosser, je vais bosser, je vais bosser. Je vais arrêter de faire du commentaire débile sur YouTube. Je vais m'équiper. Je vais, je vais me dire, mais alors, Hegel, c'est quoi? Marx, c'est quoi? Spinoza, c'est quoi? Aristote, c'est quoi? Les évangiles, ben, les évangiles, c'est quoi? Les évangiles, c'est quoi? Aujourd'hui, on est dans la nativité radicale. Qu'est-ce que c'est que la nativité radicale? La nativité radicale, c'est pas un petit bonhomme qui arrive dans une crèche. La nativité radicale, Jean, il nous l'explique dès le début des évangiles en grec d'une parfaite manière. Le Christ est hologos. Il est le hologos grec. Qu'est-ce que c'est que le hologos? C'est le savoir infini, c'est le savoir total, c'est le savoir révolutionnaire, c'est la transformation radicale. Le logos s'est fait incarnation. Le logos s'est fait incarnation, mais il ne s'est pas fait incarnation pour venir pour nous dire bonjour. Il s'est fait incarnation pour entrer en nous. Le texte de Jean dit, il est entré en nous et il a fait de nous sa demeure révolutionnaire, de transformation radicale. Il se passe quelque chose d'incroyable dans cette incarnation radicale qui renvoie balader tous les judaïsmes, tous les coranismes, tous les mosaïsmes, tous les shintoïsmes, tous les bouddhismes, alors que toutes les écoles de morale, de religion, sont des écoles de récitation dans la servilité qui reproduit la politique et qui reproduit l'économie. Marx nous le dit avec Engels dans les origines du christianisme primitif, le Christ vient nous dire, à bas les royaumes de ce monde, à bas la politique, à bas l'économie. Le Christ n'a pas fait un manuel d'économie politique. Il n'a pas envisagé une bourse du peuple. Il n'a pas envisagé une autogestion des usines. Le Christ a dit, quittez les royaumes du monde et incarnez-vous dans la radicalité substantielle. Et la radicalité substantielle, autois, apanta, koina, dans la communauté de la communion du communisme. Et toutes les insurrections paysannes du Moyen-Âge se font dans le koina de l'incarnation radicale du communisme. Ah bah l'Église, parce que aujourd'hui, alors les gens vous disent, oh là là, l'Église, qu'est-ce que c'est devenu? Bah, l'Église, c'est devenu ce qu'était l'Église de Constantin, puisque le message du Christ, dans sa radicalité subversive, est intolérable. Qu'est-ce que nous dit Engels? Les premières communautés christiques sont des communautés communistes qui abolissent le rituel paganiste aliénatoire et le rituel judaïste aliénatoire. C'est les hommes de la transformation radicale, c'est les hommes de la transcendance subversive. On ne peut pas tolérer ça. L'Empire romain est en train de se décomposer. Et on ne peut pas faire face à ça. Donc le seul moyen d'y faire face, c'est de le digérer.
On va donc créer une église institutionnelle, parce que le Christ n'a pas créé une église, il a créé une ecclésia, une assemblée de subversion, l'ecclésia, qui devient ecclésiastique parce qu'elle est structurée administrativement dans une reconversion politique d'assujettissement. Donc, aujourd'hui, il y a la révolution arc-en-ciel du capital. Ben, il y a Berdoglio qui est au centre. Il ne trahit pas. Il accomplit sa fonction. Et quand la structure romaine en décomposition se dit, il me faut un appareil de neutralisation religieuse, je vais construire un christianisme compatible avec la soumission, il crée l'Église. Beaucoup de Donc, gesticulation. donc l'Église de Constantin, elle ressemble à Constantin. Oui. Elle est L'église des orgies de la Renaissance borgiaïque, elle ressemble aux Borgia. L'Église de la contre-réforme, elle ressemble au pouvoir catholique qui veut gagner du terrain sur les territoires luthériens. Eh ben, L'Église de la mondialisation capitaliste en mouvement, elle ressemble à Paul VI. Et puis l'Église de la réalisation totale de la révolution arc-en-ciel du capital, ben, c'est Berdoglio. Donc l'Église a toujours ressemblé au mensonge politique de son temps. Elle a encore évolué adéquatement au seuil historique de la valeur d'échange. Dis-moi à quel seuil de la valeur d'échange tu es, je te dirai comment l'Église évolue. Celui qui ne comprend pas que tout est dans le développement de la valeur d'échange ne comprend rien. La musique, la polyphonie, c'est un seuil de la valeur d'échange qui transforme la formation sociale. Comment je passe de Bach à Mozart? Comment je passe de Mozart à Beethoven? C'est l'évolution de la valeur d'échange qui transforme le champ social, le champ émotionnel et le champ esthétique. Comment je passe de l'école impressionnisme à l'expressionnisme? C'est le degré de la valeur d'échange après la crise de 14. Tout est contenu dans le développement historique de la valeur d'échange. Alors, il y a un grand dada, la franc-maçonnerie. Il n'y a pas de franc-maçonnerie à l'époque carolingienne. Il a fallu qu'il y ait un seuil historique de développement de la formation sociale qui crée un ésotérisme bourgeois, névrotique, paranoïaque, de pouvoir suprématiste, qui crée sa religion contre la rente terrière catholique. La rente foncière catholique est contestée par la rente commerciale et par la rente pré-commerciale luthérienne, calviniste, anglicane. Puis à un moment donné, à un certain seuil de la valeur d'échange, se crée une école de formation des cadres de la bourgeoisie qui s'appelle la franc-maçonnerie parce que j'ai atteint un certain seuil. Mais ce n'est pas la franc-maçonnerie qui fait la révolution du capital, c'est la révolution du capital qui rend nécessaire de créer un état-major maçonnique. Vous avez plein de gens qui, sur le messianisme, il y a un messianisme juif et il y a un messianisme coranique. Il n'y a pas de messianisme chez les Esquimaux ou chez les Mayas. Il n'y a pas d'eschatologie talmudique chez les aborigènes d'Australie. C'est le comptoir commercial traditionnel juif qui a créé le messianisme juif. C'est la valeur d'échange juive qui a créé progressivement le yavisme qui aboutit au talmudisme supérieur et à son eschatologie suprématiste. Et c'est pareil. C'est les circuits bédouins de l'économie Caravanier. nabatéenne qui Caravanier. reprennent à travers un judaïsme recomposé le comptoir commercial dans l'histoire de la razzia caravanière. Et le djihad, c'est la razzia caravanière. L'islam ne peut pas naître dans une tribu animiste de l'Angola. Tout est lié à la production de la formation sociale. Le judaïsme est né dans le croissant fertile, il n'est pas né chez les Esquimaux. Mais si je ne comprends pas cette valeur d'échange, cette totalité en mouvement, je fais du bricolage. Je ne comprenant rien à la cause. Je bidouille à l'infini les faits E2FET. C'est-à-dire que je suis incapable d'accéder à la colonne vertébrale de l'histoire radicale. Donc, je ne peux pas avoir de colonne vertébrale radicale. Et donc, tous les courants qui passent à côté du savoir total sont obligés d'être dans la conscience fausse, nous dit Hegel, puisqu'ils sont dans l'incapacité d'accéder à la conscience authentique, puisque qu'est-ce que la conscience authentique? C'est la conscience de la totalité. Qu'est-ce que le vrai savoir? C'est le savoir de la totalité. Quand Marx ferme le Capital et les Grundrisse,
quand Hegel ferme la rationalité dans l'histoire, vous pouvez leur poser n'importe quelle question sur les Mayas, sur les Incas, sur les Japonais, sur les Chinois, sur les Égyptiens, sur la bourgeoisie au XVIIe, la bourgeoisie au XIIIe, ils ont réponse à tout. Mais pourquoi ont-ils réponse à tout? Ils ont réponse à tout, pas parce qu'ils ont lu tout, ils ont réponse à tout parce qu'ils ont compris le devenir historique qui fait chaque moment du tout. Donc, aujourd'hui, si un certain nombre de gens dans la radicalité peuvent répondre à tout, c'est parce que précisément, ils ont la méthode du tout. Ils ont la méthode du tout. Et donc, cette méthode du tout, qui passe par les Grundrisse, qui passe par le capital, elle nous a dit qu'on arrivait au taux d'intérêt négatif bien avant 2018, parce que si vous reprenez les textes de Commune de Kronstadt ou de Guerre de classe des années 80, tout ce qui se passe, on l'a écrit. Et on l'a écrit parce que qu'est-ce qui valide le savoir du tout? C'est le fait que sa prévision n'est pas poétique, qu'elle n'est pas lyrique ou littéraire. C'est que sa prévision, elle est matérialisée historiquement dans une juste application de la méthodologie. Donc aujourd'hui, la dernière prévision, c'est effectivement la crise terminale totale. On est rentré dans la première phase de la crise terminale. Le capital nous dit lui-même qu'il s'est mis en friche. Il ne peut plus produire. Il ne peut plus produire. Qu'est-ce que c'est que le confinement du coronavirus? C'est le langage fétichiste par lequel le capital dit, restez chez vous, on ne peut plus produire. La mise en jachère. Ayez peur, la mise en jachère, ayez peur, ayez peur, ayez peur. C'est pareil, vous avez plein de gens fous, le capital veut nous tuer, Oui, le malthusianisme. voilà, mais Marx a répondu à ça. Marx a fait un travail énorme sur Malthus. Personne ne l'a lu. Il y a un ouvrage dessus, je l'ai lu. J'ai lu Malthus et puis l'ouvrage de Marx sur le sujet. Chaque développement de loi de population est déterminé par le devenir de la valeur d'échange. À partir du moment où le capital, en 71-73, a terminé sa phase de reconstruction, il est rentré en crise. Il est rentré en crise et l'étalon dollar a été obligé d'être rendu inconvertible. C'est le commencement. Et c'est le moment où tous les cénacles du capital posent le problème de la décroissance, de la limitation de l'humanité. L'avortement obligatoire, l'euthanasie obligatoire, c'est pas des délires de Davos. C'est l'obligation de la valeur d'échange en crise terminale. Parce qu'il y a effectivement une surproduction de population. Qui dit surproduction de marchandises, dit surproduction de population, donc il faut baisser tout. Bon, vous pouvez arrêter, s'il vous plaît. C'est les trois chiens. Mais c'est pareil. Vous prenez les guerres de Vendée. Vous avez plein de gens que vous recevez. Oh là là, c'est terrible, les guerres de Vendée. Mais les guerres de Vendée, qui a compris l'extermination des paysans vendéens? C'est pas La Roche-Jacquelin, c'est pas Charette. Tous les pecnos conservateurs, oh là là, c'est horrible ce qu'ils ont fait en Vendée. Qui a compris? C'est Babeuf. Grégus Babos. La théorie du populicide, elle n'est pas née dans les milieux droitistes, elle est née chez un communiste qui prépare toute l'œuvre de Marx et qui a écrit le manifeste des égaux. Alors tous ces gens-là vous disent, oh, le populicide, le populicide. Mais s'il n'avait pas écrit le manifeste des égaux, il n'aurait pas pu écrire le populicide, parce qu'il a compris que l'extermination des Vendéens, ce n'est pas une folie politique d'extermination de l'ennemi. C'est une loi organique du développement du capital qui est en train de se faire. Donc c'est toujours la même chose. Si je suis dans la méthodologie radicale communiste, anti-politique, anti-économique, qu'est-ce que le communisme? Le communisme, c'est le surgissement d'une communauté humaine universelle qui va abolir la politique, abolir l'économie, abolir l'argent et retrouver le sens d'une production pour les besoins humains et non pas pour les besoins de l'échange et de la valorisation. C'est parce que Babeuf a déjà cette anticipation radicale qu'il comprend l'extermination des Vendéens. Mais quand vous lisez les mémoires de La Roche-Jacquelin, de Madame de La Roche-Jacquelin, elle dit ah, c'est terrible, on nous tue, on nous tue. Mais elle pige rien. Elle ne pige rien à l'extermination. C'est Babeuf qui explique d'une manière organique, radicale,
pourquoi la République maçonnique du capital est obligée d'exterminer la paysannerie vendéenne. De la même manière qu'à Paris, à Lyon et à Bordeaux, elle extermine les sans-culottes radicaux qui font une critique de la bourgeoisie montagnarde et de la bourgeoisie girondine. Le pouvoir républicain, il massacre les paysans de l'Ouest et il massacre les sans-culottes radicaux qui disent « vous vous êtes foutus de notre gueule, le pouvoir que vous mettez en marche est pire que le pouvoir monarchique ». Mais le seul qui critique les deux, c'est Babeuf. Et toute la critique radicale de Marx sur la censure, on vous dit aujourd'hui, oui, il y a des gens qui sont pourchassés, on vous parle de Vincent Renoir, on vous parle de tas de gens, mais qui a restauré dans le mouvement historique, social de ce XXe siècle, le texte de Marx sur la censure de 1842, c'est Pierre Guillaume et la vieille taupe, à bas la censure. Et pas à bas la censure comme ça, à bas la censure, c'est parce que toute vérité officielle est fausse par essence. Toute vérité politique est fausse par essence, que ce soit le Covid, le réchauffisme ou tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est Marx en 1842. Et quelles sont les premières choses que le pouvoir bolchevique a mis en marche dans la Russie soviétique? C'est d'interdire la publication des œuvres de Marx. Et celui qui cherchait dans les archives les œuvres de Marx, qui s'appelait Rizianov, ils l'ont flingué. Donc les témoins de Jéhovah, c'est le contraire absolu de Jésus-Christ, puissance révolutionnaire. Les bolcheviks, la gauche du capital, c'est l'antithèse radicale de la puissance de Marx contre l'argent et contre l'État. Et les droitistes, c'est le gauchisme à l'envers. Ils veulent restaurer une politique et une économie qui, de toute manière, ne pourra rien produire puisque c'est fini, on est au bout de la course. Il va y avoir cette crise ultime, cette crise terminale. C'est-à-dire que la valeur d'échange est née au néolithique. La valeur d'échange est née au néolithique et elle va périr sur les 20 ou 30 ans qui viennent parce qu'on est au bout de son invalidation. La monnaie, c'est pas simplement un moyen de circulation, c'est pas simplement un stock de réserve, c'est pas simplement un étalon d'appréciation. Les trois fonctions de la monnaie sont surdéterminées par l'aliénation de la valeur d'échange qui peut se reproduire. Vous avez des gens aujourd'hui qui disent qu'il faudrait rétablir les talons or. Mais il n'y aura plus jamais des talons or. Les talons or étaient l'expression de la domination formelle du capital quand précisément les anticipations de plus-value annonçaient une réalité qui allait se vendre et qui allait s'échanger. Donc les talons or exprimaient une économie industrielle qui était encore en capacité de fonctionner. Depuis qu'on est rentré dans l'économie chimérique, les talons or est rentré en crise mortelle et en 71, Nixon a dit c'est fini, il n'y aura plus de comptabilité possible entre le dollar et une changeabilité éventuelle. Mais c'est pas la banque qui fait le pouvoir. La banque, c'est les porteurs de valises du pouvoir. Mais ils n'ont aucun pouvoir. C'est la valeur d'échange qui dirige tout. Parce que justement, la valeur d'échange est cette puissance supérieure, c'est cette divinité satanique de la marchandise qui oblige par ses lois supérieures à ce que tous ceux qui veulent effectivement rentrer dans son système s'y couchent. Et quand les gens vous disent on va prendre le pouvoir, ils ne prennent jamais le pouvoir, c'est le pouvoir qui les prend. Mais donc, si vous voulez, moi j'attire votre attention sur ce qui constitue l'essence de notre substrat, la désertion révolutionnaire. Homme d'action française, quittez l'action française. Homme du NPA, quittez le NPA. Homme d'alternative libertaire, quittez alternative libertaire. Homme de toutes les fractions de droite ou de gauche, vous êtes embrigadés pour devenir les porteurs de valises de la marchandise. Les porteurs de valises d'une marchandise qui vous tue, qui tue votre souffle de radicalité. Revenez au Christ radical, du logos, de la koïna, de cette koïna radicale qui abolit l'argent. Comprenez toute l'histoire du monde à travers cette dialectique des forces productives de chaque seuil de la valeur d'échange et comprenez qu'au bout de tous ces seuils de la valeur d'échange, il y a le seuil ultime où la valeur d'échange s'invalide. Mais lisez, c'est compliqué. Votre cerveau tout seul dans votre canapé tout triste, même si vous réfléchissez, ne peut pas produire. Et quelque chose d'important, il n'y a pas de production individuelle. Il n'y a pas de production individuelle.
Marx nous a appris cette chose essentielle, que la production est une rencontre collective où les altérités se confrontent. Les gens vous disent Marx a écrit, mais Marx n'a rien écrit. C'est le groupe Marx Engels, avec d'autres. C'est-à-dire que c'est parce qu'on écrit à plusieurs dans une confrontation radicale, dans une réflexion, qu'on abolit précisément le sujet narcissique du faux savoir. Le sujet narcissique du faux savoir, il crée des recettes, il a des imaginaires, il pense que, il fait des projections, il devient doctrinaire. Le grand débat entre Proudhon et Marx. On va faire une prochaine émission sur le sujet. Quelle est la grande différence entre Proudhon et Marx? C'est que Proudhon est un doctrinaire. Il crée un système, il invente un système, il sort de sa tête un système pour équilibrer les contradictions du capital. Bourse du peuple, fédéralisme mutualiste. Il invente un système. Mais quand il y aura la révolution en 1871, tout le monde se foutra de son système. Parce que ce qui est le plus important, c'est le mouvement réel objectif. Et Marx envoie chier Proudhon en montrant que c'est complètement réactionnaire, mais la Commune de Paris donne raison à Marx quand Marx dit la Commune de Paris nous a appris que l'émancipation humaine ne peut pas transformer la machine étatique. Il faut détruire la machine étatique. Donc l'objet des années qui viennent contre cette crise finale du capital, c'est détruire la machine étatique, c'est détruire la machine économique, c'est détruire la machine politique et faire ressurgir la commune universelle, une fédération de communes universelles où les hommes produisent pour leurs besoins humains dans un rapport structuré, c'est ce que dit le Christ, sur cette fameuse koina ou oitois aipanta koina. Donc il n'y a rien de nouveau. Le Christ nous conduit à Hegel, Hegel nous conduit à Marx, Marx nous conduit à la Commune de Paris et à la Commune de Kronstadt, parce que le plus grand mensonge du XXe siècle, ça a été de nous faire croire qu'il pouvait y avoir 1 millimètre de communisme dans des pays qui n'étaient que du capitalisme d'État. Du capitalisme d'État. Très bien, Francis. Alors, ainsi s'achève notre émission. Donc, à mon avis, on a mis quand même les points sur les i, si je puis dire, parce que il y avait, vous êtes intervenu d'une manière assez didactique. Je pense que c'est important pour que les gens puissent avoir accès à vos travaux. Guerre de classe, notamment. Donc, si vous pouvez Il y a parler, plein de textes, il y a plein de il y a textes que plein les de gens textes peuvent qui aller sont lire, sur il y a le plein de... site. Exactement. Qui sont des textes courts, donc n'ayez pas peur de lire, d'aller vers cela. Mais pour, je pense, vous comprendre aussi en premier lieu, il faut vraiment bosser les textes, comme vous dites, régulièrement, à travers Marx, Engels et tant d'autres, hein. On peut parler aussi, vous parlez des communautés primitives, on peut parler de Pierre Clastres, Marshall Salins, tout ce genre de personnes qui aideront progressivement à comprendre le monde où nous vivons et où va-t-il enfin s'arrêter. Et vous parlez à travers Marx, là où il va s'arrêter et là où il s'essouffle. Et, Et surtout, que les gens n'aient pas peur du grec, qu'ils apprennent les lettres grecques, qu'ils commencent à regarder dans un dictionnaire et qu'ils comparent simplement le mot. La conjugaison, la phrase, ça viendra plus tard, mais qu'ils mesurent à quel point les traductions des évangiles sont à des années-lumière de ce que le texte grec radical du Christ dit. N'oubliez jamais que le Christ est un grec galiléen. Les gens l'ont bien fait pour la langue capitaliste par essence, par excellence, qui est l'anglais. Donc on peut le faire pour du grec. Voilà. En tout cas, je souhaite à tout le monde une superbe nativité radicale, une Oui. superbe nativité révolutionnaire. L'incarnation renvoie tous les savoirs factices aux poubelles de l'histoire, car l'incarnation, c'est ce qui donne à chacune de nos vies finies la possibilité d'accéder à l'infini du Christ révolutionnaire, le Christ communeux de la communion, de la koina éternelle. Eh bien, merci Francis. Donc, voyage au bout de la fin du Bonne capitaine, soirée à tous. puis du spectacle du fétichisme et la marchandise mondiale et de la crise finale et tant d'autres ouvrages. Merci Francis et à bientôt.